Bonjour, bienvenue à Sans détour. Cette semaine, on reçoit notre chroniqueur en accessibilité universelle, Aldric Vincent. On va poursuivre l'émission avec Jean-Marie Lapointe, qui est entre autres auteur, comédien et conférencier, mais on le reçoit comme porte-parole du défi sportif Altergo. Et on va continuer avec Daniel Jean, directeur général de l'Office des personnes handicapées du Québec. Bonne émission. Bon lundi tout le monde, on reçoit donc pour commencer Aldric Vincent. Bonjour Aldric. Bonjour Lisanne, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va très bien, merci. Il y a belle température qui commence à arriver. Oui, il était temps, hein? Oui, ben pour les fauteuils roulants, c'est quand même aidant. Absolument. Moi, la neige dans les roues de fauteuil, là, j'en ai assez jusqu'à l'année prochaine. Oui, je pense qu'on en a tous un petit peu plein notre casque là, mais oui, il était temps que les beaux jours arrivent. Donc, mais c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui, on va parler plutôt de sécurité en cas d'incendie pour les personnes à mobilité réduite. Oui, absolument. C'est un sujet que je voulais aborder parce que spécifiquement quand on est à mobilité réduite, c'est encore plus délicat, encore plus dangereux, ça prend encore plus de préparation. Et bon, malheureusement, c'est aussi un sujet d'actualité, car comme beaucoup d'entre vous le savent, on a eu un incident avec un père de famille, Jacques Collin, et sa fille Emmanuelle, qui est, elle, lourdement handicapée, et qui ont malheureusement sont péris dans leur maison parce qu'il y a eu un incendie et qu'ils n'ont pas pu sortir à temps. Ça s'est passé il y a quelques mois dans la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Et donc c'est ça qui m'a un petit peu réveillé, parce que moi aussi, je suis en fauteuil roulant et puis j'étais pas totalement sûr que ma maison soit aux normes. Et c'est ça, je voulais partager ça avec vous et puis qu'on voit ça ensemble. Donc c'est une histoire tragique qui nous rappelle l'importance d'être bien préparé. Chaque seconde compte, et c'est encore plus vrai quand on peut pas se déplacer. C'est déjà un défi pour n'importe qui, mais quand on se déplace avec difficulté, c'est encore plus dur. Oui, forcément. Alors, mais c'est ça exactement. J'ai pas la prétention, par contre, d'être un expert en incendie. Et avant d'aller plus loin, je vous invite vraiment à contacter les pompiers de votre ville pour avoir les informations les plus pertinentes pour vous. Voilà, donc c'est 2-3 petites choses que j'ai relevées sur Internet et en parlant avec des pompiers justement, et qui j'espère peuvent faire une petite différence. Donc en premier lieu, bien évidemment, il faut avoir des détecteurs de fumée. C'est une bonne base. Oui, c'est une bonne base. C'est pas très original, il en faut pour tout le monde, mais c'est ça, c'est indispensable. Il y a quand même 2-3 petites choses. C'est qu'il faut les placer idéalement dans les chambres et les couloirs. À chaque étage, c'est quelque chose qu'on oublie. Par exemple, c'était mon cas, j'en avais des détecteurs fumée, mais juste au premier étage, pas au rez-de-chaussée. Et bon, mais il peut y avoir un incendie au rez-de-chaussée aussi, donc c'est important d'en avoir là-bas aussi. Oui, et ça va le détecter plus vite s'il commence au rez-de-chaussée, donc tu as assez plus de temps pour sortir. Exactement. Donc du coup, voilà, il est important d'avoir les détecteurs de fumée à la bonne place. Éviter de les placer dans la cuisine, parce que ça, évidemment, ça va sonner à la journée longue. Dès qu'on cuisine quelque chose, on fait une toast. Oui. La salle de bain est aussi à éviter. Et les pièces humides en général, comme la buanderie. Effectivement. Et on parle aussi de monoxyde de carbone. C'est peut-être moins connu, mais c'est quand même très important. C'est bien que tu en parles, parce que c'est mon prochain point. Juste pour finir avec les détecteurs de fumée, il faut s'assurer qu'ils ne soient pas périmés. Il y a beaucoup de publicité en ce moment sur le sujet. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir ça. Oui. Comme des têtes qui sortent du plafond pour dire de l'importance de vérifier la date. Et il faut le faire. Cette date-là, on va la trouver sur le côté en général du détecteur de fumée. Oui. Et de manière générale, il est une bonne pratique, c'est de les changer aux 10 ans. Oui, pour être sûr qu'il fonctionne évidemment la journée où on en a besoin. Là. Exactement. Il y a aussi le fameux signal sonore qu'on entend de temps en temps quand la batterie est plus là.
ben, il ne faut pas juste éteindre le détecteur, le débrancher ou l'allumer parce que ça nous énerve, mais bien changer la batterie. Je sais que ça paraît ridicule de dire ça, mais c'est parce que ce genre d'erreurs sont commises qu'on Oui, a des ben, accidents graves. souvent, on remet ça à plus tard, finalement, on l'oublie, fait que, quelques semaines plus tard, c'est toujours pas fait, puis là, évidemment, là, si on a un problème dans la maison à ce moment-là, puis que ça n'a pas été fait, ben, c'est ce qui peut nous coûter, plusieurs minutes, là, ce qui va faire la différence entre le fait de sortir ou pas à temps. Exactement, c'est toujours quand on remet que finalement on en avait besoin. Et pour revenir au point que tu soulevais, le monoxyde de carbone, absolument, c'est important. Alors, donc ça c'est le niveau de CO2 qui peut devenir dangereux, qu'on ne sent pas en plus et qui peut être vraiment très très dangereux dans une maison. Ça concerne certains logements, hein, plus particulièrement. Oui, Donc tous les logements qui ont des foyers ou alors qui utilisent des appareils à combustion en général, comme les fournaises, les sécheuses à gaz, les foyers de cheminée. C'est ces logements-là qui ont besoin de ces détecteurs de monoxyde de carbone. Et ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin des détecteurs de fumée. Ça veut dire non, qu'ils c'est ont pas la besoin même des chose, deux. en fait. C'est pas la Exactement, même ils ont chose. besoin des deux Il y a le affaires. dioxyde de carbone ne cause pas le feu, mais trop de dioxyde de carbone dans l'oxygène peut nous tuer, alors qu'évidemment, là, il y a les détecteurs de fumée, c'est fait là, pour le feu. Là. Exactement. Donc il faut avoir les deux dans ce cas-là. Et d'ailleurs, bon, bah, justement, pour revenir sur notre cas de cette famille, c'est un chauffage par foyer qui a provoqué l'incendie. Donc c'est d'autant plus pertinent. Oui, effectivement, il y a les foyers, c'est agréable, mais ça peut être dangereux. Il faut faire très attention et avoir les installations requises là, pour éviter au maximum les risques. Absolument. Alors bon, ça c'est la base hein, pour à peu près n'importe qui. C'est pas vraiment une question d'être à mobilité réduite ou non, mais il y a quand même des petites spécificités que je voulais signaler par rapport aux gens comme moi en fauteuil. Donc vous pouvez déjà pour commencer vous déclarer comme personne en situation de handicap au service des premiers répondants de votre ville. Ça permet aux premiers répondants de savoir qu'il y a potentiellement une personne à l'intérieur bloquée qui serait sortie en temps normal, mais qui là ne peut pas sortir. Donc ils l'ont sur leur liste et ils traitent l'incendie en fonction de ça. Et du coup, en fait, je présume qu'ils vont vérifier par eux-mêmes que tout est correct et que la personne n'est pas en danger finalement. Oui. Donc c'est ça. Il ne faut pas oublier de se signaler auprès de sa ville par rapport à ça. Bon là, c'est encore quelque chose qui arrive un petit peu à tout le monde, mais il faut éviter les surcharges des prises électriques. Donc par exemple, on n'y passe pas toujours, mais vous voyez la multiprise qui est branchée sur la rallonge avec 14 appareils au bout, ça c'est un risque d'incendie réel. Oui. Par exemple pour le temps des fêtes, hein, on a peut-être tendance un petit peu des fois à brancher des guirlandes à droite, à gauche, une rallonge au bout de la guirlande. Oui, effectivement. C'est un risque d'incendie, il faut faire attention avec ça et donc à prendre en considération. Il faut bien sûr garder les produits inflammables, loin des sources de chaleur comme les radiateurs, les plaques chauffantes. Je sais bien que ça paraît évident là, mais malheureusement parfois on oublie et c'est une imprudence qui peut être potentiellement catastrophique. Effectivement, puis il faut aussi éviter les comportements à risque. Oui, j'y viens. Ouais, on est sur la même longueur d'onde. J'y viens avec ça aussi. Juste avant, il y a idéalement à élaborer un plan d'évacuation en famille et à le pratiquer. Alors évidemment, les plans d'évacuation, on pense plutôt à un hôpital, à une bibliothèque, mais ça peut s'appliquer à la maison aussi. Je ne parle pas d'avoir un plan manuscrit sur le mur, là, mais simplement de savoir quoi faire et de ne pas avoir à réfléchir le moment venu. Donc en fait, s'assurer que tout le monde sache comment sortir rapidement et en temps de sécurité, de savoir quelles sont les différentes sorties. Par exemple, dans mon cas, oui, j'ai une seule sortie par l'ascenseur, mais j'ai aussi un patio, donc ça peut être une possibilité pour moi de sortir par là. Oui. Et c'est important de savoir réagir quand on en est là finalement. C'est d'autant plus important si on a de jeunes enfants qui sachent réagir là, plutôt que de paniquer là, si jamais il arrive un incident. Absolument. J'ai aussi vu une vidéo dans un hôpital en Europe qui s'entraînait à évacuer des gens paralysés directement en utilisant des sortes de draps du lit en fait. Oui, Alors, ça avait bonne l'air un idée petit peu ça. rock'n'roll, hein, la chute avait l'air un peu sévère, mais c'est quand même mieux que de mourir asphyxié ou brûlé vif. Oui, voilà, on fait ce qu'on peut là. En fait, qu'on peut dans des situations d'urgence. Donc là, l'idée carrément, littéralement, c'est de sortir la personne du lit avec les draps et de tirer la personne avec les draps jusqu'à la sortie de secours la plus proche. Alors, évidemment, on ne va pas faire un marathon, hein, mais c'est l'idée, c'est de survivre en fait. On est dans une Oui, situation voilà. d'urgence
Et ça peut être une solution quand on n'a pas le choix. Plutôt que de mourir, il vaut mieux se casser un os et s'en Oui, sortir vivant. oui. À faire, évidemment, là, quand la situation est très grave puis qu'on n'a pas d'autre choix. Là. Absolument, mais malheureusement, ça peut arriver et c'est bien de savoir que c'est possible de le faire. Oui, j'aurais pas pensé à ça, effectivement. Les comportements à risque, tu en as parlé plus tôt, évidemment, il ne faut pas fumer au lit et bien éteindre ses cigarettes parce qu'il y a beaucoup d'incendies provoqués par des mégots de cigarettes mal éteints qui Il y a brûlent le aussi matin. la question des chandelles. Hein. Des fois, on laisse les chandelles brûler, surtout quand il y a des pannes d'électricité. On ouvre des chandelles, on laisse les chandelles brûler, puis on peut s'assoupir ou aller se coucher, et puis oublier les chandelles, et éventuellement, ça peut faire un incendie. Absolument, c'est d'autant plus vrai s'il y a une panne de courant. Oui, Pour les chandelles, mais aussi pour l'incendie. C'est-à-dire que s'il y a un incendie qui se rajoute à ça, là, on multiplie les problèmes. Donc, c'est vraiment important d'être vigilant avec ça. Les extincteurs, il faut placer des extincteurs dans les endroits stratégiques de la maison et apprendre à les utiliser aussi, parce que des fois, on en a, mais le jour venu, on ne sait pas comment on va les utiliser. puis on n'a pas nécessairement le temps de toutes les étiquettes. Donc, effectivement, tu me fais penser que j'ai jamais lu l'étiquette de ces choses. Je vais m'y mettre cet après-midi. Absolument. Et aussi, ils ont une date de péremption et ils doivent être vérifiés. Donc, c'est encore important de s'assurer que non seulement on a le matériel, mais qu'il soit utilisable le jour J. Oui, ça, c'est toujours aidant là, quand ça ne fonctionne pas correctement parce que c'est pas utilisable, que la date n'est plus bonne, là, c'est pas aidant. Exactement. Si vous êtes en appartement avec un ascenseur, il faut vérifier que l'ascenseur, peut-être avec le syndic, fonctionnera même en cas d'alarme. Parce que bien souvent, pour des raisons de sécurité, les ascenseurs sont bloqués et ils invitent les gens à utiliser la cage d'escalier, ce qui n'est pas très drôle quand on ne peut pas utiliser les escaliers. Donc, il faut s'assurer qu'ils sont au courant que vous avez besoin que l'ascenseur fonctionne malgré l'alarme incendie. Il faut voir si c'est sécuritaire également d'utiliser l'ascenseur et dans quel cas c'est sécuritaire ou non de l'utiliser. Exactement. Absolument. Si vous vivez dans une maison avec un lève-personne, comme c'est mon cas, s'assurer que la batterie soit fonctionnelle, parce que bien souvent, en cas d'incendie, l'électricité va être coupée, et si la batterie n'est pas là, vous ne pourrez pas descendre. Oui, bon Donc, point. s'assurer qu'elle fonctionne bien et qu'elle soit en état pour être là le jour J. Entre parenthèses, c'est une bonne chose à voir parce qu'on a souvent des coupures de courant. J'en ai eu pas mal. Et sans la batterie, là, je suis très embêté. Oui, effectivement, puis c'est quelque chose qu'on ne pense pas à vérifier avant la panne de courant. Et là, à la panne de courant, on se rend compte que finalement, la batterie ne fonctionne pas. Exactement. Et bon, voilà, en résumé, c'est à peu près ça. Encore une fois, c'est vraiment une petite liste exhaustive de ce que j'aurais pu récupérer à droite à gauche. C'est vraiment important de s'assurer que votre maison soit bien adaptée à vos besoins, d'aller vers les premiers répondants pour s'assurer qu'eux vérifient que vous êtes vraiment le mieux préparé possible, plutôt que simplement 2-3 conseils qu'on a récupérés sur Internet. C'est eux les professionnels et ceux qui pourront le mieux vous conseiller et s'assurer que tout est en ordre. Effectivement, en cas de doute, toujours demander à des professionnels. Exactement, et c'est à peu près ça pour la sécurité incendie. On regarde un peu trop sur Google hein, pour faire ce genre de choses. Et souvent, on oublie qu'il est meilleure personne pour répondre. C'est pas Google ni ChatGPT. C'est ça, c'est une bonne base, mais c'est les professionnels qui vont être le plus aptes à nous répondre et à souligner les détails que Google ne connaît pas, là en plus dans des cas spécifiques comme les nôtres. Oui, c'est effectivement. Vraiment capital. Merci beaucoup, Aldric. Ça fait plaisir, merci beaucoup. On se retrouve bientôt pour une autre chronique. Bonne journée. Merci, bonne journée.
On rejoint maintenant notre ami Jean-Marie Lapointe. Bonjour Jean-Marie. Allô, comment ça va? Ça va bien, vous? Ça va super bien. Je suis presque en train de compter les dodos pour le défi sportif Altergo. Mon Dieu, ça fait une belle transition parce qu'on va justement parler du défi sportif Altergo, Jean-Marie. Ben, j'étais un peu excité. J'ai très, très hâte, mais je savais qu'on allait en jaser. Là. C'est pas vraiment une surprise. J'étais plutôt prêt mentalement et physiquement pour en parler. Vous êtes porte-parole, Jean-Marie, depuis quand même 2002, là. Ça fait un bout. Ben, en fait, j'ai découvert que c'était 2001 parce que 2002, c'est l'année du défi sportif, mon tout premier auquel j'ai participé. Mais ils m'ont recruté à l'automne 2001, au mois de septembre. Donc, à partir du mois de septembre, j'étais officiellement un nouveau porte-parole en 2001, sauf que j'avais pas encore découvert c'est quoi ça le défi sportif. Alors, je peux-tu vous dire que je suis tombé de haut quand je suis arrivé les premiers jours, les premières minutes même que j'ai passées au défi, je me suis dit, mais sur quelle planète je viens d'atterrir là? J'ai trouvé ça tellement capoté. C'était du unique au monde. J'avais jamais vu quelque chose de cette ampleur-là qui célébrait la différence. Toute limitation fonctionnelle, là, ben, c'était réuni sous le même toit. J'en reviens pas. Puis à cette époque-là, dans mes premières années au défi, ça durait 5 jours. C'était du lundi au vendredi. Puis là, ben, c'est rendu. Puis encore là, je me demande si c'était pas un petit peu moins que ça. Puis là, ben, c'est rendu que ça en dure plus que 10. Oui, effectivement. Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas le défi Altergo, est-ce que tu peux nous expliquer là, ce que c'est pour qu'on sache un peu plus où on s'en va avec ce défi-là? Oui, c'est une bonne question parce qu'évidemment, là, on prêche à des convertis. Beaucoup de gens du Canal M sont au courant. C'est évidemment parce que vous venez à chaque année faire des reportages, faire des entrevues, mais le défi sportif Altergo, ben, avant toute chose, s'il y a des gens qui nous écoutent, retenez juste une coordonnée, c'est défisportif.com. Si on a à retenir une seule coordonnée, c'est défisportif.com. Alors, maintenant, cela dit, le défi sportif, là, c'est un événement, il est unique au monde. Premièrement, au Canada, c'est l'événement le plus gros, le plus majeur, multisport. Là, on ne parle pas d'une compétition de hockey ou une compétition de soccer. Non, là, on parle de tous les sports réunis là, sous le même toit. Et c'est le plus gros événement multisport au Canada. Et on a la chance de réunir avec le défi sportif des athlètes de l'élite, des gens qui font les compétitions du style les Paralympiques, mais on a aussi la division du sport scolaire. Ça veut dire que c'est plus d'une centaine, je pense que c'est 110, 115 écoles spécialisées au Québec qui viennent avec leurs enfants, leurs adolescents, faire du sport. Donc, le défi sportif, ben, c'est ça. C'est du sport pour les athlètes qui ont des limitations fonctionnelles, mais de tous les types de limitations fonctionnelles. Si tu regardes les Jeux paralympiques, c'est de la déficience physique motrice. Les Olympiques spéciaux, c'est surtout relié à la déficience intellectuelle, le trouble du spectre de l'autisme. Nous, au défi sportif, c'est tous les types de déficiences qu'on peut imaginer et c'est ce qui rend l'événement unique au monde. Et cette année, en 2025, on est à notre 42e édition. Effectivement, puis on parle justement là, de problèmes moteurs, de problèmes visuels, même de problèmes de langage et de la parole. Donc, c'est vraiment très large. Et tu l'as dit, c'est vraiment une façon d'avoir des athlètes d'élite et en même temps des athlètes qui font ça là, pour le plaisir, mais qui bénéficient des avantages de faire du sport et de bouger puis d'être en communauté. Donc, c'est vraiment une façon de célébrer ce que le sport peut apporter à des personnes qui sont différentes. Bien, tout à fait. Puis, tu sais, il y a des gens qui vont côtoyer l'élite. Tu sais, il y a des petits jeunes qui arrivent à l'école, qui partent de l'école avec leur gang, tu sais, puis ils arrivent au défi sportif. Puis là, ils se sentent comme des athlètes vraiment internationaux. On va leur donner des médailles, on va les applaudir, mais ils vont côtoyer aussi l'élite, ceux qui se préparent pour les prochains Jeux paralympiques. Donc, c'est comme si ça montrait à quel point que tu es
capable de pousser tes limites, d'aller plus loin encore, puis de te rendre peut-être sur la scène internationale. Il y en a plein d'athlètes. Moi, j'ai connu, parce que ça fait presque 25 ans que je suis là, mais moi, j'en ai connu des jeunes, tu sais, comme Élodie, qui est sur l'équipe nationale maintenant, qui va aux Jeux paralympiques. Bien, la petite Élodie Tessier, moi, quand je l'ai connue, elle regardait Chantal Petitclerc, puis elle était impressionnée, elle avait les yeux brillants, puis dans ces années-là, Chantal Petitclerc, bien, elle allait aux Jeux paralympiques là, avant qu'elle devienne sénatrice. Oui. Elle était une athlète internationale. Alors, tu vois, aux yeux d'Élodie, là, c'est comme si on lui montrait, tu regardes là, c'est possible d'y aller. Puis ça, ben mon ami Félix Morin, qui a une paralysie cérébrale, lui, il l'a résumé en une phrase, parce que lui, évidemment, il se faisait pointer du doigt à cause de son handicap, puis il répétait tout le temps, « Hey, moi, je suis pas handicapé, je suis handicapable. » Oui. Donc, tu vois, je suis capable de le faire. Ça sera peut-être pas aussi vite que toi, ça sera peut-être pas de la même façon que toi, mais je vais le faire. Et ça, c'est un des messages qui est important. Laisser les gens qui ont une limitation fonctionnelle faire leur activité, faire leur mouvement, faire leurs choses. Si jamais ils ont besoin d'aide, ils vont te le demander. Mais tu n'es pas obligé d'ouvrir la porte tout le temps à quelqu'un qui est en fauteuil roulant. Il est habitué d'ouvrir sa porte. Mais s'il est mal pris, il ne se gênera pas pour te le demander. En même temps, tu l'as dit, ou du moins tu en as parlé un petit peu, il y a aussi une question de réseautage. C'est-à-dire que pour ceux et celles qui seraient intéressés à faire du sport de plus haut niveau, les athlètes sont là, les coachs sont là, donc c'est possible de s'informer puis de voir où est-ce que ça peut nous mener. Là. Donc il y a aussi ça, là, c'est aussi un très gros réseau pour des gens qui voudraient en apprendre plus sur les possibilités de faire du sport de plus haut niveau. Ben, tu as raison. Puis c'est une belle façon de se faire recruter parce qu'il y a des athlètes qui ont été recrutés, oui. qui ont été vus au défi sportif et qui se sont fait inviter. Hey, ça te tente-tu d'essayer ça, le para-hockey? Ça te tente-tu d'essayer ça, le boccia? Tu sais, donc, il y a des athlètes qui se sont fait recruter au défi, mais surtout, ce qui est intéressant, puis je pense que ça, c'est un des messages, c'est que ça brise l'isolement. Les jeunes qui ont des handicaps, moi, je me rappelle à l'époque, tu sais, quand tu avais un handicap, puis tu étais différent des autres, puis physiquement, tu n'étais peut-être pas dans les mêmes capacités motrices des autres, ben on te garochait à la bibliothèque, puis tiens, va-t'en lire un livre, tu sais. Oui, mais c'est là, vrai, c'est vrai. Mais là, mais c'est absurde. Mais aujourd'hui, les écoles, le défi sportif et plein d'autres endroits, c'est rendu adapté. C'est rendu accessible. Il y a encore énormément de travail à faire avec l'accessibilité universelle, mais au moins, on a la possibilité de faire du sport. Puis qui dit sport, dit santé, pas juste la santé physique, mais c'est aussi la santé mentale, parce que là, tu brises l'isolement, tu crées des liens, tu te sens bien, tu te sens utile, puis tu as envie de te dépasser. Ça, c'est humain pour tout le monde, avec ou sans handicap. Donc, Monique Lefebvre, qui a eu la vision de créer ça en 1984, bien, elle venait d'une famille avec des parents qui avaient des limitations fonctionnelles. Tu comprends qu'elle, elle a vécu ça et elle a souffert aussi du jugement, du regard des autres parce que ses parents avaient un handicap. Oui. Alors, elle a eu le message très, très clair dans sa vie que, hey, ça serait le fun de voir les gens qui ont des handicaps, mais capables de faire des choses, être autonomes, de pouvoir apporter à la société et non de se faire regarder en pitié. Alors moi, je te dirais que le défi, là, depuis que je suis là, depuis 2001, ça fait juste bonifier ma vie, ne serait-ce que par les rencontres extraordinaires que j'ai faites, puis aussi de voir à quel point il y a les sports qui sont complètement différents, auxquels j'aurais peut-être même pas pensé d'essayer, puis je peux les essayer, parce qu'il y a aussi au défi des plateaux où on peut essayer des sports. Oui, c'est vrai. Ça, c'est le fun. Oui. Mais ça permet de voir que c'est des vrais sports. Hein. Souvent, on regarde ces personnes-là avec un peu un jugement en se disant que c'est peut-être pas des vrais athlètes, là, mais c'est vraiment des personnes de haut niveau. Les athlètes de haut niveau sont vraiment très, très bien entraînés, puis ils passent leur vie à faire ça, tout comme des athlètes qui n'ont pas de handicap. Là. Ben oui, tout à fait. Puis là, je pense que, tu sais, il y a beaucoup d'athlètes qui ont travaillé fort là-dessus, que ce soit Benoît Huot, Chantal Petitclerc et bien d'autres qui ont dit, hey, attendez, là, quand on gagne une médaille aux Jeux paralympiques, ça vaut aussi ça vaut de l'argent. Il faut reconnaître la valeur des athlètes et la valeur de leur médaille. Donc, tu vois, ça s'en vient, là, la parité entre les Jeux paralympiques et les Jeux olympiques. Je suis pas un grand connaisseur, mais je vois qu'il y a quand même des choses qui avancent. Puis ça, je pense que le défi sportif est un ambassadeur sur la scène internationale parce qu'il y a des gens qui viennent de partout dans le monde découvrir qu'est-ce qui se passe à Montréal à la fin avril. Donc, juste, je vais répéter parce qu'on l'oublie de le dire, c'est du 25 avril au 4 mai cette année, le défi sportif. Puis,
Principalement, ça se passe au complexe sportif Claude Robillard, mais il y a plein d'autres endroits, comme l'Arena Howie Morens, où on a du para-hockey, on a le Cégep Édouard Montpetit à Longueuil, puis on a aussi le Centre des glaces Gilles Sabot à Boucherville. Donc, cette année, là, on attend au moins 6 000 athlètes, c'est pas plus, puis il va y avoir 10 disciplines qui vont être au programme. Athlétisme, aviron, baseball, basketball, boccia, curling, gymnastique rythmique, hockey, soccer et volleyball. Donc, il y a des gens qui ont tous entendu ça, ils ont tous reconnu les sports sauf le boccia. Mais le boccia, là, c'est une forme de pétanque. Jean-Marie, je dois te couper, malheureusement. Il faut s'en aller à la pause, mais pour ceux et celles qui veulent en savoir plus, on va sur le site Internet. Défisportif.com. Merci beaucoup, Jean-Marie. À bientôt. Tous les jours, vous écoutez Sans détour. On est maintenant avec Daniel Jean, qui est directeur général de l'Office des personnes handicapées du Québec. Bonjour, M. Jean. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. C'est un plaisir pour nous aussi. Comment ça va? Ça va très bien. Monsieur Jean? On a beaucoup de choses sur le poil, comme on pourrait dire. Puis aujourd'hui, on va parler des femmes violentées. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est pas un sujet très heureux, mais malheureusement, il faut en parler. Les femmes violentées qui ont une situation de handicap, malheureusement, c'est très commun. Les femmes qui ont des situations de handicap sont beaucoup plus à risque d'être dans des situations de violence. Et les organismes pour les aider sont beaucoup moins présents que ce qu'on a besoin. Donc, on a beaucoup plus de demandes que d'offres, finalement. C'est ça. On a produit une étude récemment qui vise à documenter la situation. C'est la violence entre partenaires intimes vécue par les femmes avec incapacité au Québec. Ça a été produit en 2023. Puis ce que ça nous permet de voir, c'est que chez les personnes vivant en situation de handicap, il y a une plus grosse prévalence, dans le fond, presque du simple au double de risque de vivre des situations de violence, soit économique, de violence physique ou même sexuelle. Oui, donc forcément, là, c'est des gens qui sont peut-être plus vulnérables à ce type de violence, particulièrement parce que il y a peu de portes de sortie. Donc, pour ces femmes-là, quand elles sont dans des situations difficiles et qu'elles voudraient sortir de la maison, ça peut être beaucoup plus difficile, ne serait-ce que parce que trouver un emploi est plus difficile, trouver un centre d'hébergement qui est adapté est plus difficile, être économiquement autonome, ça peut être plus difficile également. Évidemment, ça dépend, c'est du cas par cas, mais les chiffres nous montrent que lorsque c'est le temps de sortir d'une situation qui ne nous convient plus, ça peut devenir très compliqué quand on a une situation de handicap. C'est ça, c'est que dans les faits, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il faut changer notre façon d'aborder la question. Les personnes qui vivent avec des incapacités sont des personnes à part entière, qui ont les mêmes droits que tout le monde. Et on a souvent eu un réflexe de surprotection, un réflexe de vouloir faire à la place de l'autre. Ça allait aussi loin que jusqu'à récemment, là, il y avait... moi, je travaillais au niveau de l'assistance sociale à une certaine époque, puis on a changé le programme revenu de base où quand il y a un couple, les deux conjoints recevaient le chèque. Pas un chèque unique pour la famille, qui souvent allait au niveau du mari, mais là, vraiment un chèque individualisé pour chaque membre du couple. Ça, c'est un geste très concret pour redonner de l'autonomie financière à chacune des personnes, puis leur donner un pouvoir d'agir. Mais vous avez raison, l'enjeu, c'est de changer notre rapport avec les personnes qui vivent en situation de handicap. Il faut arrêter aussi de vulnérabiliser ces gens-là, là, c'est-à-dire de penser qu'elles sont dépendantes des autres. Et ça aussi, là, ça joue beaucoup. Et on en a parlé beaucoup à Sans détour dans les derniers mois, dans les dernières semaines. Là, vous avez sorti un rapport, vous l'avez dit là, dernièrement, mais ça fait plusieurs articles, plusieurs rapports qui sortent dans les dernières années par rapport à cette situation-là.
Et entre autres, un des problèmes, c'est que la personne en situation de handicap est souvent accompagnée de son mari, de sa conjointe ou de son conjoint, ce qui fait que pour elle, c'est beaucoup plus difficile de verbaliser les problèmes à quelqu'un, donc que ça peut être à un médecin ou à un intervenant, parce que la personne est toujours avec elle. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles ça devient beaucoup plus difficile de sortir aussi. Oui, bien, on le voit notamment du côté des personnes qui ont des incapacités auditives. L'interprète est souvent un membre de la famille, puis quand la situation à risque vient du membre de la famille, ben, on est un peu pris en otage. Même dans les autres formes d'incapacité, les gens souvent ont besoin d'un soutien, d'aide. Souvent, le membre de la famille ou le conjoint va jouer comme rôle de proche aidant, oui. D'une certaine façon. Donc, puis la personne handicapée, moi j'en ai connu, j'ai un lourd passé étant plus vieux que la moyenne. Dans le fond, j'ai connu des personnes qui vivaient en couple et qui, avec des incapacités, disaient, mais si je fais le choix de partir, c'est pas aussi simple que d'autres personnes, parce que d'une part, faut que je m'assure d'avoir un endroit adapté où rester, parce que souvent, l'endroit où on reste actuellement, c'est adapté. Le nouvel endroit pour suivre la situation, c'est pas nécessairement quelque chose d'acquis. Les maisons pour femmes violentées sont en train de s'adapter au fur et à mesure, mais c'est pas à 100% dans toutes les régions du Québec. Donc, c'est pas nécessairement un refuge qui est facilement accessible. Des fois, juste pour se déplacer, ça demande une logistique. C'est clair qu'il y a des initiatives qu'il faut souligner. Je pense à Laval, au niveau du transport adapté, oui. On va prioriser les déplacements des femmes violentées avec incapacité parce qu'on constate que c'est majeur. Ça, on doit saluer ce type d'initiative-là, mais il faut que ça s'étende à l'ensemble du Québec. Mais on voit, même si la personne qui vit la situation est comme tout autre citoyen qui vit une situation de violence, on ne voit pas trop se venir quand ça nous arrive en pleine face, on ne sait pas trop comment réagir, mais en même temps, on a moins d'opportunités agiles, rapides pour pouvoir bouger. Donc, c'est d'où l'importance d'avoir des services de proximité puis de pouvoir en parler, justement, pour que les gens puissent chercher de l'aide. Par exemple, nous, on a des gens qui nous appellent à l'office et ils disent, moi, j'ai une situation, est-ce que je peux avoir quelqu'un qui peut m'expliquer comment agir, qui peut m'accompagner là-dedans? Puis l'office va faire un bout, va orienter vers la bonne ressource, mais il faut absolument que les gens comprennent que la situation de violence, faut pas regarder sous la logique qui est coupable, qui n'est pas coupable. Il faut se sortir de la situation de violence, il faut chercher de l'aide, il faut essayer de toujours être en contrôle de sa vie. Oui, et ça devient difficile, vous avez dit, au niveau de la logistique, particulièrement parce que souvent on est dépendant de notre conjointe, de la personne de la famille, comme du procédant au niveau des soins personnels, au niveau des déplacements, au niveau de toutes sortes de choses, ce qui fait que de quitter au milieu de la nuit, hein, c'est pas aussi facile que pour quelqu'un d'autre. C'est pas facile pour personne, évidemment, mais quand c'est une personne de la famille qui conduit notre voiture, quand c'est elle qui nous donne notre douche, on peut s'imaginer à quel point partir à la va-vite sans lui dire, c'est quelque chose qui demande énormément de préparation, là. Oui, puis il y a deux choses. Il faut, soit quand on a de la préparation où on est dans la précipitation, puis là, on vit énormément de stress. Donc, moi, le message que je veux envoyer, c'est pas la réponse à tout, là, mais c'est une des voies importantes à faire. Quand on pense vivre une situation où ça semble se dégrader, il faut aller chercher de l'aide. Oui. Premièrement, parce qu'en allant chercher de l'aide, vous allez peut-être pouvoir agir en amont et éviter la dégradation ultime qui va faire que vous allez devoir fuir. Donc, il y a peut-être moyen d'agir en amont. Sinon, il y a moyen, en parlant, de préparer l'aide qu'on aura besoin si on doit quitter le lieu. Donc, moi, le premier message, c'est de dire parlez-en. Deuxième message, c'est de dire bravo à des initiatives comme la vôtre, de pouvoir, dans le fond, porter la parole, de dire aux gens, écoutez, c'est quelque chose d'humain, vécu par des humains, puis il y a des solutions, il faut en parler, puis il faut se solidariser. Et vous faites bien de mentionner qu'il y a des ressources qui existent. Évidemment,
il y a encore beaucoup de travail à faire, mais l'OPHQ est là. Il y a aussi des ressources communautaires dans les villes. Donc, il faut malheureusement là, faire des coups de téléphone et trouver la bonne ressource qui est prête à nous aider. Mais je pense que les gens sont de plus en plus sensibilisés, puis que si eux peuvent pas vous aider, ils vont vous référer aux bonnes personnes et ils vont trouver de l'aide pour vous, là. Donc, l'important, comme vous le dites, c'est vraiment de demander de l'aide, puis de dénoncer la situation. Souvent, on n'ose pas en parler, mais c'est pas la chose à faire, là. Oui, c'est ça. Puis d'encourager des initiatives. Je pense à la Fondation Saputo qui a mis 1,7 million il n'y a pas longtemps. La Fondation Mirella et Saputo pour les 29 maisons d'hébergement en situation de violence conjugale. C'est un réseau qui fait un travail formidable. Je n'ai pas besoin de défendre ce réseau-là, mais de réussir à adapter les lieux. Parce que vous savez, c'est tout un défi. Hein. Vous êtes dans une maison pour femmes violentées, c'est un endroit qui doit être anonyme. On ne peut pas mettre une affiche devant la maison. Donc, si je veux une rente d'accès dans un quartier résidentiel, il faut que ça fasse sens. Il y a toutes des défis. Oui, forcément. On n'est pas obligé. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut faire attention dans la critique qu'on pourrait avoir envers ces ressources-là qui font leur maximum, puis ça coûte des sous. Mais il y a des initiatives qui sont en train de bouger. Il y a des ressources spécialisées qui peuvent donner de l'aide. Des fois, ça peut prendre du temps, mais il faut maintenir, je pense, cette vision-là d'aller chercher de l'aide. Il faut maintenir aussi la vision de demander au gouvernement des améliorations dans l'autonomie des personnes handicapées. Quand je parlais de l'histoire des chèques, c'est important, ça, que les personnes puissent être maîtres de leur autonomie financière. Ça existe dans d'autres programmes, qu'il y a des enjeux à faire bouger. Bien, il faut faire ces revendications-là aussi. On appuie le milieu communautaire pour aller dans ce sens-là. On demande au gouvernement, nous, on est la partie du gouvernement, on fait partie de ceux qui décident. Donc, nous, on essaie de réfléchir, de changer notre approche pour l'adapter le mieux possible. Vous l'avez dit, hein, les centres communautaires et maisons pour femmes violentées ont très peu de ressources et en même temps, le gouvernement le coupe beaucoup dans les ressources pour les personnes en situation de handicap. Dans les dernières semaines, on a vu beaucoup de coupures qui ont été faites par les gouvernements fédéraux et provinciaux. Et ça, ben forcément, là, ça tourne un couteau dans la pièce. C'est-à-dire qu'une personne qui a des difficultés à trouver un travail, qui n'est pas autonome financièrement, qui n'a pas de soins à domicile parce que les soins à domicile sont coupés, donc qui doivent être dépendants d'un membre de famille pour les soins à domicile, qui n'ont pas de logement adapté puis qu'il n'y a pas de moyen de trouver un logement adapté rapidement. Toutes ces questions-là font en sorte que ces personnes-là sont dépendantes de plus en plus. Donc, on ne va pas dans le bon sens au niveau du financement des personnes en situation de handicap, là. Et on est en train de travailler, nous, à une réflexion, tu sais. Si on regarde les personnes sans incapacité, si je coupe des activités de maintien à domicile ou d'adaptation, de rénovation dans un logement, ça a moins d'impact pour des personnes avec des incapacités parce que, par exemple, si je ne suis pas capable d'adapter le milieu de vie d'une personne handicapée, je ne serais pas capable de la garder dans le milieu, puis je vais être éventuellement obligé de la placer. Et ça coûte plus cher à l'État. Oui. Donc, nous, le travail qu'on est en train de faire actuellement avec le ministre Carman, c'est d'instaurer une espèce de réflexion pour illustrer qu'il y a des endroits où il ne faut pas couper parce que ça va coûter plus cher à l'État en bout de piste. Il y a des endroits qu'il faut investir. Et là où est-ce qu'il faut couper dans des services qui répondent moins aux besoins des personnes handicapées puis qui apportent une réponse beaucoup trop lourde. Je pense on n'a pas besoin de développer énormément de places en CHSLD, mais on devrait développer beaucoup plus de services dans la communauté qui répondent aux besoins exprimés par les personnes handicapées. Je ne dis pas que personne devrait être placé en CHSLD. Non, c'est pas ça. Mais ceux qui le demandent devraient l'être, mais ceux qui ne veulent pas, on devrait respecter. Donc, vous avez raison, le gouvernement a des choix, coupe certaines marges de manœuvre pour être capable d'équilibrer le budget. Maintenant, nous, notre travail comme office, parce qu'on est un organisme horizontal, on est capable de voir l'impact d'un programme versus un autre. Exemple, le maintien à domicile versus l'adaptation de domicile, on est capable de voir l'impact. Si je coupe le transport adapté, on est capable de voir l'impact sur l'éducation et sur l'emploi. Bien là, il faut développer cette vision-là horizontale, puis de défendre aux yeux des décideurs l'enjeu de faire attention, de ne pas augmenter la couverture de services, de ne pas augmenter la non-atteinte de la couverture de services auprès des personnes handicapées, parce qu'il y a un effet domino qui est très rapide.
Et vous le dites, hein, ça coûterait moins cher. Ils veulent couper des coûts, mais dans les faits, ça coupe pas de coûts. Donc, il faudrait, je sais pas, là, si vous avez le numéro de téléphone de M. Carman, puis que vous pouvez lui donner les chiffres, là, j'en serais très heureuse, parce qu'on dirait que, visiblement, là, on n'a pas le même fichier Excel là, au niveau du gouvernement. Parce que c'est quelque chose qui ne semble pas voir dans les faits. On sauve pas d'argent en faisant ça, c'est bien pire. Oui, puis l'idée, puis moi j'ai eu beaucoup d'échanges avec M. Carman. Lui, ce qui m'a donné comme mandat, puis qui a donné à mes collègues de la santé, c'est de développer le plus possible de ressources dans la communauté, des ressources qui partent d'initiatives, des fois communautaires, des fois d'initiatives citoyennes, de différentes initiatives. Et dans le fond, l'idée, c'est que si on a un contexte budgétaire actuellement qui est difficile, celui qu'on connaît, okay, on peut pas fermer les yeux de ce qui est là. OK? On a deux choix. Soit on amène tout le monde vers des ressources plus lourdes, les CHSLD, ou on se dit on va développer dans la communauté. Mais pour développer dans la communauté, ça prend des promoteurs, ça prend une organisation, il faut stimuler ça. Donc, l'enjeu à l'heure actuelle, on a un budget qui vient d'être déposé. Maintenant, on a une vision des capacités financières pour la prochaine année. Là, il faut être créatif. Dans la prochaine année, il faut tout faire. Il faut pointer les projets qui nous permettraient de faire une économie plus d'échelle. Exemple, si j'investis 1 million dans une ressource dans la communauté, mais que je sauve 5 millions en services plus lourds, puis que les citoyens sont quand même desservis de la bonne façon, puis encore plus dans leur communauté, bien là, tout le monde est gagnant. Ça, c'est le travail qu'il faut faire. Le ministre, quel qu'il soit, là, ultimement, c'est pas son travail de trouver ces solutions-là. Il va mandater les machines, dont moi, j'en fais partie. Donc, c'est nous, il faut remonter les manches là, maintenant, puis il faut trouver. On a un défi. On a un défi qui n'est pas facile, mais si on ne le fait pas, personne ne va le faire. Oui, voilà. Donc, je suis contente que vous mettiez au travail parce qu'il y a un gros travail à faire. Mais au moins, on voit effectivement que on a la bonne vision des choses. On va dans le bon, on va du bon côté là, si on regarde ça de cette façon-là. Oui. Monsieur Daniel Jean, vous êtes directeur général de l'Office des personnes handicapées du Québec. Merci beaucoup de votre travail et on vous souhaite une bonne continuation dans les projets malgré la situation là, financière du Québec qui est difficile. Merci beaucoup. Bonjour à tous vos auditeurs. Merci beaucoup. Bonne journée. Wake up, sunrise shines back into you. Feel the sunlight shine back into you. Back into you. Back into you. Seize your internal Solaria. Solaria. On termine cette émission avec la revue de presse. Commençons par parler de la France où le Sénat a voté pour supprimer le vote assis et levé. On se rappellera qu'il y a 2 semaines, je pense, je parlais de l'Assemblée française qui avait supprimé le vote assis et levé en votant unanimement pour cette suppression-là. Évidemment, là, pour aider des personnes qui seraient en situation de handicap physique, qui ne pourraient pas se lever ou rester assis là, pour signifier leur position dans un vote. Eh bien, mesdames et messieurs, le Sénat a refusé de supprimer le vote assis et levé. Donc, ça s'est passé la semaine dernière.
les partis donc de droite se sont opposés à cette suppression du vote assis et levé, alors que les partis de gauche, entre autres le Parti socialiste, ont voté pour cette suppression. C'était la sénatrice Marie-Pierre de la Gontrie, sénatrice socialiste, qui avait emmené ce vote-là au Sénat. Et à droite, en fait, ce qu'ils disent pour défendre leur point de vue, c'est que de supprimer un vote assis ou levé, ça ne supprime pas le problème parce que ça ne s'attaque qu'à un type d'handicap qui est un handicap physique. Alors que dans les faits, il y a plusieurs types d'handicap auxquels on doit s'attaquer. Et donc, d'enlever un vote assis ou levé, c'est vraiment de pointer un type d'handicap en particulier comme s'il était plus important que les autres handicaps et qu'à cause de ça, il faut plutôt aller vers le fait d'adapter le vote assis ou levé ou tout autre vote à la pièce, c'est-à-dire s'il y a une personne députée éventuellement qui ne peut pas se lever ou s'asseoir ou qui ne peut pas voter verbalement parce qu'elle aurait des problèmes de parole, par exemple, il va falloir s'adapter au cas par cas. Donc, ils disent que de supprimer la vote assis ou levé, c'est de supprimer, en fait, qu'une partie du problème, c'est d'attaquer une partie du handicap, un type d'handicap, alors que c'est de prioriser, donc, le handicap physique aux autres handicaps, et que ce ne serait pas, à ce moment-là, un avancée pour le Sénat. C'est à tout le moins comme ça qu'ils défendent leur point. Après, si vous voulez mon avis de politologue, ici, c'est vraiment une façon pour la droite de se lever contre la gauche. Hein. Ça a été proposé par la gauche, ça a été proposé par le Parti socialiste. Et donc, bon, pour la droite, tout ce qui vient de la gauche est forcément mauvais. Et ça peut aussi être fait de l'autre côté, mais à ce moment-là, là, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment une réponse très politique. Alors qu'au niveau de l'Assemblée, il y a eu un vote unanime. Là. Donc, c'était pas une question politique, que tous les partis se sont entendus. Et nonobstant la ligne des partis, on a voté effectivement pour supprimer le vote assis et debout. Donc, ça a été un vote que j'ai l'impression moins partisan. Alors qu'au Sénat, là, on voit vraiment la distinction entre les partis de droite et de gauche. Donc, ce sera à suivre. C'est quand même quelque chose d'étonnant. J'ai un peu fait le saut en voyant ça la semaine dernière. Je pensais que ce serait supprimé facilement au Sénat. Aussi, comme ça a été facilement supprimé à l'Assemblée nationale, parce que pour moi, ça allait de soi. Et je ne suis pas certaine, comme je vous le disais, de l'excuse qui a été sortie par les partis de droite, comme quoi c'est quelque chose qui priorise un handicap sur un autre. Je suis pas certaine que leur argumentaire fait du sens, mais bon, voilà. Tout ça pour dire que le vote assis debout n'est pas supprimé au Sénat. Ça n'a pas passé. Donc, voilà pour ça. On revient maintenant au Canada. Et pourquoi ne pas parler des élections fédérales là, qui auront lieu le 28 avril prochain? Donc, on parle du ROPHCQ qui réunit des organismes œuvrant auprès des personnes en situation de handicap de la région du centre du Québec, qui a décidé de poser des questions clés aux candidats et aux candidates par rapport au handicap. Donc, ces questions visent à connaître leur position et leur engagement envers les enjeux qui affectent directement les personnes en situation de handicap. Parmi ce type de questions qu'on va poser, on va parler de la prestation canadienne pour les personnes en situation de handicap, de crédit d'impôt, de mesures fédérales pour soutenir l'autonomie et l'inclusion des personnes en situation de handicap, notamment en regard à l'habitation, aux services sociaux, à l'Internet et au Fonds pour l'accessibilité. On va aussi parler des programmes de financement et d'inclusion sur le marché du travail. Donc, les mêmes questions vont être posées à tous les candidats de toutes les partis par le ROPHCQ. Et on pourra donc voir les réponses des candidats et des candidates sur leur site Internet. Donc, la bonne nouvelle de ça, là, c'est qu'on parle enfin du handicap dans cette élection, alors qu'on en parle malheureusement là, très peu, j'ai l'impression, depuis le déclenchement des élections. Et les élections arrivent en grand pas et on n'en a pas beaucoup entendu parler. Donc, on salue
initiative de l'organisme qui veut parler de la situation de handicap et des mesures qui vont être prises par les différents partis, parce qu'effectivement, il y a très peu de mesures, et j'ai vérifié avant d'entrer en ondes dans les derniers jours, il y a très peu de mesures qui sont annoncées par les différents partis, quelques partis que ce soit. D'ailleurs, sur leur plateforme électorale officielle, on parle très, très peu des personnes en situation de handicap, un peu des personnes âgées, parce qu'on le sait, au Canada, on est une population vieillissante, donc, encore une fois, il n'y a pas eu de moi vous dit, c'est une question de vote. Hein. Les personnes vieillissantes ont quand même un pouvoir de vote qui est relativement important, donc on en parle un peu plus. Les personnes en situation de handicap, c'est très malheureux, mais n'ont pas un poids de vote très important, et donc c'est un peu mis de côté pendant les élections fédérales. Là, c'est tout à fait malheureux ce que je vous dis, mais c'est la réalité. Donc, on salue les initiatives qui poussent à parler un peu plus du handicap, parce que, visiblement, là, c'est un manque au niveau des élections fédérales cette année. Sinon, si on revient à autre chose qu'aux élections fédérales, on va parler maintenant de Carleton-sur-Mer, qui veut devenir une destination plus accessible. Elle s'engage dans la démarche Destination pour tous afin d'améliorer l'accessibilité touristique pour les personnes en situation de handicap. Il y a des démarche Destination pour tous, c'est une certification qui est chapeautée par Kéroul. Kéroul, un organisme qu'on connaît très bien ici, un organisme qui a pour mission de rendre le tourisme et la culture accessible aux personnes en situation de handicap. Donc, c'est une certification qui va être donnée pour l'accessibilité des entreprises locales, des infrastructures municipales, des infrastructures touristiques. Et Kéroul s'engage avec la ville de Carleton-sur-Mer à rendre les endroits plus accessibles. Donc, ils vont engager des fonds pour aider Carleton-sur-Mer à rendre accessibles plusieurs bâtiments, plusieurs attraits touristiques. Et la ville va également mettre un montant considérable pour rendre leurs endroits touristiques accessibles. Donc, c'est évidemment une très bonne nouvelle. Si vous voulez en entendre parler un peu plus, lire un peu plus sur Destination pour tous, c'est un programme de Kéroul. Donc, il faut aller sur le site internet de Kéroul pour en savoir plus. Kéroul va accompagner jusqu'à 30 entreprises touristiques du territoire pour les aider dans leurs installations et leurs services pour les rendre plus accessibles aux personnes en situation de handicap. On termine avec un petit babillard, alors que l'exposition Ricochet va être présentée avec visite tactile pour un public aveugle et malvoyant le 2 mai prochain. Donc, l'exposition Ricochet, c'est des formes qui sont disposées sur un tissu de couleur vive qui sera au centre qui seront au centre donc d'une scène. Et sera lié au Centre culturel Georges Vanier. Donc, les personnes qui ont des difficultés visuelles pourront toucher ces œuvres-là et en entendre parler avec un guide qui sera là. Donc, c'est une visite guidée de l'exposition qui va être donnée gratuitement. Et il y aura des artistes aussi sur scène. Donc, ça aura lieu le 2 mai prochain. Donc, à 14h, de 14h à 16h. C'est au Centre culturel Georges Vanier, au 2450 rue Workman à Montréal. Et il faut réserver. Donc, pour réservation, il faut appeler directement au Centre culturel Georges Vanier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. La semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission parce que, évidemment, c'est fête pour la fête pascale. Donc, on se retrouve un peu plus tard pour une autre émission de Sans Détour. Merci à Mathieu Tessier à la régie, à Pierre Guérin à la recherche. Et on se retrouve bientôt. Bonne semaine tout le monde. Profitez de la belle température. Ici Richard